bienvenue sur la panafricaine Médian. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. À compter du 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger cesseront officiellement d'être membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un départ acté par le président de la Commission à l'issue de la 66e session ordinaire de l'organisation ouest-africaine. Ces pays de la Confédération des États du Sahel ont décidé d'ouvrir leur zone à la libre circulation des personnes et des biens en provenance des pays membres de la CEDEAO. Ils disposent également de 6 mois pour revenir sur leur décision. En effet, ils ont jusqu'au 29 juillet 2025 pour revenir au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui prolonge ainsi le mandat du président sénégalais comme médiateur pour une solution entre l'AES et la CEDEAO. Quelle lecture des décisions issues de la 66e session ordinaire de la CEDEAO? Quelle possibilité de coopération entre l'AES et la CEDEAO? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons football. Après l'Afrique du Sud en 2010, le continent africain va accueillir pour la 2e fois la Coupe du monde de football. Il s'agit pour le Maroc, qui a été officiellement désigné par la FIFA comme co-organisateur du Mondial 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Occasion pour le roi Mohamed VI de mettre en place un comité élargi et à des compétences africaines pour l'organisation de cette Coupe du Monde 2030. Le Maroc a également engagé de vastes chantiers dans différents secteurs afin de veiller à une bonne organisation de ce mondial historique. Quels enjeux pour le continent africain de la tenue de la Coupe du Monde au Maroc? Quel défi du Maroc pour l'organisation de ce mondial 2030? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Nathan Ombago, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Daouda. Et en face de vous, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore, Cheikh Sadibou, d'être là avec nous. Merci, Daouda. Et j'en reviens à vous, Nathan. Quelle lecture vous faites des conclusions issues aujourd'hui de cette 66e session ordinaire de la CEDEAO? Alors, merci encore pour la question. Déjà, c'est louable. Qu'est-ce qui est louable? Ce qui est louable, c'est que l'on donne l'occasion encore au président Bassirou, déjà, de prolonger son mandat en tant que médiateur, mais surtout de continuer la communication entre l'AES et les pays membres de la CEDEAO, ce qui permet de mieux comprendre les motivations, mais aussi surtout de les aider à mieux mesurer l'ampleur de leurs décisions et voir dans quelle mesure trouver des compromis pour retrouver la stabilité qu'il y avait dans la zone. Je parle d'autres, Nathan. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que chacune des parties est en train de lâcher du lest? Je m'explique, aujourd'hui la CEDEAO a acté certes le départ des 3 pays, mais leur laisse un délai transitoire de 6 mois pour reconsidérer leurs décisions. À la veille du sommet de la CEDEAO également, les pays de l'AES, par la voix d'Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a en tout cas fait savoir qu'ils laissent leur zone économique et leur zone géographique ouverte à tous les membres des pays de la CEDEAO. Donc est-ce qu'on ne voit pas en tout cas un certain relâchement de part et d'autre pour aujourd'hui arriver à une solution? Alors je crois que c'est surtout un avantage diplomatique, peut-être pas lâcher du lest, mais c'est se mettre dans une posture dont on ne peut pas se fermer les frontières, parce que nous sommes d'abord des frères déjà, et ensuite nous avons des intérêts communs et économiques. Donc que ce soit l'AES, que ce soit la CEDEAO, les intérêts économiques et les intérêts politiques sont majeurs quand même à cause du fait que les frontières sont partagées, l'intérêt sécuritaire est partagé. Donc je crois que c'est plutôt une volonté d'adoucir les tensions et aussi de favoriser le fait que malgré le fait que peut-être l'AES ne veut plus revenir dans la CEDEAO, au moins on a des intérêts communs et il faut les préserver.
Et on reste sur ces intérêts communs-là à préserver, cher Sadibou. D'ailleurs, l'organisation ouest africaine a décidé de mettre en place cette période transitoire-là que j'ai rappelé tout à l'heure, qui va aller jusqu'au 29 juillet 2025, afin de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays pendant cette période. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Oumar Ali Touré, le président de la commission de la CEDEAO. Que vous inspire en tout cas cette énième tentative de l'organisation ouest africaine de trouver une solution avec le Mali, le Burkina et le Niger? Bon, je pense que tout d'abord, c'est une bonne chose. Certes, le départ a été acté, mais ce délai de prolongement-là montre que la CEDEAO vraiment a confiance au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Comme vous le savez, Bassirou Diomaye Faye apparaît comme quelqu'un de très attractif dans les milieux de l'AES, parce que c'est quelqu'un qui prône le changement de paradigme, parce qu'on sait que le divorce qui a amené ce problème-là entre l'AES et la CEDEAO, c'était des problèmes liés à la sécurité, parce que cette zone du Sahel vraiment est déstabilisée par des groupes, comme je le dis souvent, venus de la Libye depuis les printemps arabes de 2011. Maintenant, au lieu d'apporter vraiment une contribution militaire, une contribution économique pour permettre à ces pays-là de revenir dans la stabilité, la CEDEAO était un peu lente par rapport à ces décisions. Par exemple, la force en attente de la CEDEAO, elle est toujours en attente. Donc, cette force-là n'est pas assez utilisée pour permettre à ces pays-là de lutter contre peut-être les terroristes et ces groupes qui ont pratiquement vraiment dévoré beaucoup de leur territoire. Maintenant, le président sénégalais, lors de sa campagne électorale, avait prôné vraiment un panafricanisme intelligent, un panafricanisme qui va permettre vraiment à ces pays de se retrouver autour d'une table, mais de ne pas quitter l'institution sous-régionale. Certes, il faut critiquer cette institution sous-régionale parce qu'elle a des tailles, mais cela ne doit pas vraiment acter une certaine vraiment rupture. Et si on reste avec cette institution sous-régionale qui est la CEDEAO, durant cette période transitoire, ou bien ce délai de grâce accordé aux 3 pays de l'AES, est-ce qu'on pourrait aussi s'attendre en tout cas à une certaine mue de la CEDEAO, c'est-à-dire peut-être des réformes de l'instance sous-régionale pour mieux répondre en tout cas aux attentes de ces pays-là et même de ces autres membres, puisque, je le rappelle, c'est demandé par la plupart des membres aujourd'hui, une réforme de la CEDEAO pour l'adapter aux enjeux de l'heure. C'est pourquoi je dis toujours d'abord que la CEDEAO doit faire son autocritique. Il faut accepter de réformer l'institution sous-régionale. Peut-être c'est ce que demandent peut-être même ces membres de l'AES. Il faut réformer certains points. Je ne dis pas qu'il faut tout balayer, donc, mais il faut au moins réformer, amener un nouveau cadre qui va permettre à ces pays de s'y retrouver. Parce que quoi qu'on puisse dire, la CEDEAO, bon, sur le côté financement, sur d'autres aspects, est un peu en retard par rapport aux attentes maintenant du moment, parce que cette zone a changé. Les peuples revendiquent de plus en plus d'autres réformes, d'autres actes qui vont permettre vraiment au pays de se sentir en sécurité, mais aussi de voir le développement, parce que dans ces zones occupées par ces terroristes-là, c'est des zones pauvres, des zones où il n'y a pas de développement, des zones où il n'y a même pas d'électricité ni d'eau. Donc, il faut que la CEDEAO puisse accompagner ces États-là dans ces genres de problèmes-là. Sinon, on risque de continuer de voir ces déstabilisations-là. Certes, le président Faye est en train de faire vraiment des pas. Certes, bon, je ne dis pas qu'il a réussi totalement, mais il y a des progrès. Parce qu'à entendre M. Abdoulaye Diop du Mali parler, et même Tiani et d'autres dirigeants de ces zones-là, on sait que peut-être il y a des pourparlers qui ne sont pas officieuses. Donc, des pourparlers peut-être d'ici 6 mois, prions pour que ça porte ses fruits, mais pour le moment, en tout cas, l'AES va faire frontière avec la CEDEAO et comme l'a dit le président Diomaye Faye, même si l'AES venait à quitter, il faut qu'on continue à coopérer parce que ce que vient de dire tout de suite mon frère, on est des frères africains. Et nous reviendrons tout à l'heure plus largement sur ce point-là. Et Nathan, pensez-vous qu'on puisse en tout cas assister à un retour de ces 3-là, que sont le Mali, le Niger et le Burkina, au sein de l'instance sous-régionale qui est la CEDEAO? Alors, je crois que ce sera quand même compliqué. Ce sera compliqué. C'est compliqué dans la mise en forme parce que je crois que les pays de l'AES ont des revendications. Et des revendications qui sont formelles et qui sont normales. Et les revendications sont à l'endroit même de l'institution, dans son fonctionnement, dans sa manière de faire. Il a parlé tout à l'heure de la force, apporter la force, mais aussi le financement. Les pays de l'AES sont dans une situation de guerre contre les terroristes, contre la menace terroriste. Et donc, ils ont besoin de force. Et voir que la CEDEAO peut être laxiste parfois, cela va faire en sorte que les pays de l'AES, et c'est le danger qu'on ne doit pas atteindre, que les pays de l'AES se sentent indépendants de l'organisation. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui les met à cette position. C'est-à-dire, ils se sont dit, on peut le faire nous-mêmes contre les terroristes. Si la CEDEAO n'intervient pas, on va le faire ensemble. Et donc, maintenant,
l'intelligence serait, comme on l'a dit, le président Bassirou Diomaye Faye, qu'il mette les pays de l'AES en confiance. Et je pense qu'avec avec aussi son paradigme et son leadership, il est capable de ramener cette confiance-là auprès des pays de l'AES pour dire, bon, la CEDEAO peut se revoir, la CEDEAO peut... Parce que la chose importante quand même, c'est que les terroristes sont mobiles. Si aujourd'hui ils sont à l'AES, ils peuvent déborder et aller au-delà. Donc ce n'est pas une affaire seulement de l'AES, c'est vraiment une affaire qui menace tout le monde. C'est une épée de Damoclès sur la tête de la sous-région en général. Et en tout cas de cette coopération entre cette institution qui est l'AES et également l'organe sous-régional qui est la CEDEAO. Vous parliez tout à l'heure du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Quelle lecture faites-vous, ou bien quel bilan en tout cas tirez-vous de sa médiation, de la médiation qu'il a menée jusque-là entre l'AES et la CEDEAO, secondé par le président togolais Faure Gnassingbé et Adema? Alors c'est déjà très bien ce que l'on remarque, puisque l'AES a rouvert ses frontières à la CEDEAO. Ça veut dire que les pourparlers avancent. Ça veut dire que le président sénégalais représente une figure assez charismatique et de confiance qui permettent à l'AES encore de discuter. Parce qu'on pouvait arriver à un niveau de rupture, et je crois que parce que lui-même déjà aussi prône une certaine rupture avec les anciens systèmes, il est bien placé et son travail porte du fruit. Maintenant, est-ce que d'ici 6 mois, on pourra avoir gain de cause et qu'il pourra acter la médiation, arriver à la médiation à son terme? On verra bien ce que ça va donner. Et cher Sadibou, est-ce que les résultats, en tout cas issus de cette médiation entamée par le président sénégalais et son homologue togolais, n'ont pas en tout cas permis ou bien n'ont pas justifié le fait que ces pairs de la CEDEAO aient décidé de prolonger en tout cas le mandat de cette médiation encore pour 6 mois? Effectivement, ce n'est pas anodin le fait que la CEDEAO donne encore 6 mois au président Faye et au président togolais, vraiment le fait d'aller voir leurs homologues maliens, burkinabés et nigériens pour les faire revenir au sein de l'institution sous-régionale. Je pense que ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose de respectable, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut analyser sous d'autres aspects. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, vu qu'il y a une situation qui est là, il y a des guerres qui se déroulent actuellement dans les pays du Sahel, des guerres qui ont déstabilisé ces pays-là, qui ont menacé même vraiment de partitionner ces pays en deux. Mais à un moment donné, l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, a voulu intervenir, a voulu agir, mais il y a eu des coups d'État peut-être, et ces coups d'État-là ne sont pas à faveur vraiment d'une intervention peut-être militaire, parce que les soldats qui se trouvent au sein de ces États-là refusent que les États de la CEDEAO puissent envoyer des forces armées au niveau de leur territoire. Maintenant, malgré tout cela, malgré toutes ces choses qui se sont déroulées au niveau de ce Sahel-là, l'organisation sous-régionale a vu naître une autre organisation au niveau de ses frontières, à savoir l'Alliance des États du Sahel, qui répond peut-être à un défi sécuritaire. Parce que lorsque l'AES a été constituée, le premier défi qu'ils ont relevé, c'était de collaborer sur le plan militaire. C'est-à-dire de permettre aux pays de continuer à transiter les frontières, de poursuivre les terroristes et de les vraiment, de les barrer la route. Maintenant, ils ont réussi cela parce que au Burkina, Djibo a été récupéré. Et beaucoup de terroristes qui transitaient vers le Mali pour entrer au Burkina ont été pratiquement rattrapés par des drones aériens, des drones Bayraktar. Et certains pays aujourd'hui qui ont une frontière également avec le Mali, le Burkina ou le Niger aussi, coopèrent avec ces pays de l'AES pour des interventions mixtes au niveau des frontières contre ces groupes terroristes. C'est le cas du Nigeria qui coopère actuellement avec le Niger, contre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, avec le Burkina, le Bénin, ainsi de suite. Donc, donc la volonté, elle est là. Donc ces pays savent qu'ils ont un destin commun. Donc, il faut continuer à collaborer sur le plan militaire. Et même la CEDEAO doit, pour moi, adopter certaines dispositions de l'AES concernant la coopération militaire. Parce qu'il est important de continuer à poursuivre ces groupes-là qui déstabilisent cette zone. Parce que, comme l'a dit M. Nathan, il est important de savoir que les terroristes, ils sont mobiles. Ils ne sont pas fixés au Mali, ni fixés au Burkina, ni au Niger. Ils se déplacent. Ils vont en Libye, ils transitent dans nos frontières, ainsi de suite. Donc, il faut mettre en place un mécanisme solide qui va permettre de les barrer la route. Donc, je pense que la CEDEAO et l'AES vont se mettre devant les responsabilités par rapport à ces aspects-là et essayer de collaborer, même s'il y a rupture. On ne le souhaite pas, mais ce délai de 6 mois montre que vraiment les acteurs ont compris qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par les deux parties. Et ça témoigne également de la bonne foi des
des uns et des autres. On reste sur la lutte contre le terrorisme que vous avez soulevé tout à l'heure. D'ailleurs, pour la 66e session du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja, les chefs d'État et de gouvernement avaient à l'ordre du jour les questions sécuritaires et le départ aujourd'hui de ces 3 pays de l'institution. Comment la CEDEAO pourrait davantage soutenir la lutte contre le terrorisme, surtout dans ces pays du Sahel-là? Effectivement, comme on l'a toujours dit, lutter contre le terrorisme, c'est quelque chose de difficile. Il n'y a pas de cahier de charge ou de mécanisme fixe qui permet de lutter directement contre le terrorisme. Les États-Unis d'Amérique, donc vous avez vu ce qui s'est passé le 11 septembre en Russie avec la Tchétchénie et d'autres aspects, donc en France, ainsi de suite. Donc lutter contre le terrorisme, c'est quelque chose de très difficile. Il n'y a pas de cahier de charge fixe qui montre une méthode militaire qu'il faut faire pour lutter contre le terrorisme. Il faut s'adapter avec le terrain. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, quoi qu'on puisse dire, c'est leurs États. Mais efficacement, ils sont en train de se battre contre des groupes qui sont armés par une main étrangère qu'on sait tous, mais peut-être qu'on refuse de dire. Et officiellement, il n'y a pas de reconnaissance concernant cela. Mais en tout cas, il est important de continuer à lutter contre ces terroristes-là, mais aussi les trafiquants d'armes. Ils sont identifiables ici sur le continent africain, on les connaît. Ils voyagent d'Abuja à Dakar, à Niamey, ainsi de suite. Donc, également la lutte contre les ALPC, les armes légères et de petit calibre. Les armes légères et de petit calibre. Figurez-vous qu'en Afrique, il y a des milliards et des milliards d'armes, surtout les Kalachnikov, ainsi de suite, donc qui sont au niveau de certaines zones sensibles. Et les États le savent, donc mieux vaut continuer à collaborer pour lutter efficacement contre ces groupes-là. Sinon, la déstabilisation du Mali va tout simplement alimenter la déstabilisation de l'autre pays de la CEDEAO. Et Nathan, comment davantage renforcer en tout cas cette coopération entre la CEDEAO et ces pays du Sahel, surtout pour ce qui est en tout cas de cette question sécuritaire de la menace terroriste? Alors, il faut commencer par le fait que on sait tous que l'argent est le nerf de la guerre. Et donc, il faut parler argent. Parce que il a dit tout à l'heure, les terroristes sont financés. On ne sait pas par qui, mais ils sont financés, ils sont très bien financés. Et donc, il faudrait, pour aider les pays de l'AES, par exemple, à lutter et faire reculer ces terroristes, ce qui est déjà bien fait aujourd'hui, mais il faudrait mettre de l'argent. La CEDEAO, je vais dire quand même, on a les moyens, on peut le dire. Mais récemment, quand même, l'organisation ouest-africaine l'avait fait en octroyant en tout cas un financement de 3 millions de dollars à chaque de ces pays pour les soutenir en tout cas dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Voilà, donc ajouter à cet effort financier un effort de force, comme ils l'ont déjà souligné, et mettre en place, et comme il a dit, il n'y a pas de méthodologie pour lutter contre les terroristes, parce que les terroristes ne respectent aucune règle. Donc il faut juste s'adapter aux réalités du terrain, mais mettre la force nécessaire pour faire reculer les forces de ces... Est-ce que le fait de davantage, en tout cas, coopérer sur la question des renseignements ne pourrait pas permettre de connaître des avancées dans ce contexte-là? Oui, le point des renseignements est très important parce qu'il faut avoir l'information pour faire la guerre. C'est celui qui a la bonne information qui peut avancer et réussir les meilleures stratégies pour réussir la guerre. Mais on a dit dans cette zone opaque, où nous sommes quand même dans des zones où il n'y a parfois pas d'électricité. Donc le renseignement est beaucoup plus difficile que des zones, comme ça s'appelle, des zones où il y a de l'électricité, etc. Donc c'est vraiment sur le terrain, parfois les forces armées sont au noir, elles avancent à l'aveugle. Donc il y a aussi cette adaptation-là nécessaire qu'il faut faire. Mais la contribution des populations, en tout cas de ces zones, est-ce que cela ne pourrait pas être également une solution si l'on sait que même ces groupes terroristes passent par l'endoctrinement aujourd'hui ou la coopération de ces populations pour mener leurs actions? Et je crois que les terroristes ont commencé en premier. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants soldats. Ils ont commencé avec les enfants, à endoctriner les enfants, et les enfants se sont enrôlés dans la guerre. Mais je crois que le Burkina aussi l'a fait. Ils ont instrumentalisé leur population pour que la population se prépare à affronter les terroristes. Et je pense que c'est aussi une bonne chose à faire, c'est préparer les populations à affronter les terroristes et à résister à ces terroristes-là. Parce qu'on l'a dit, comme on l'a dit, ils ont aussi des moyens. Et ils vont rencontrer des populations qui ont faim parfois. Et les populations se disent, bon, si de leur côté, on peut avoir quelque chose à manger et que l'État nous a abandonnés. Donc, il y a ces réalités-là vraiment adaptées qui sont vraiment très importantes. Et cher, vous, comment davantage impliquer également les populations dans cette lutte-là contre le terrorisme? Si l'on sait que c'est en tout cas, ils sont les premières victimes, mais également ce sont les premières personnes en tout cas à qui les groupes terroristes sont d'abord confrontés.
Vous savez, la plupart des zones, comme l'a dit M. Netan, la plupart des zones où les terroristes agissent, en général, les populations qui y vivent, c'est des populations pauvres, c'est des villages qui n'ont ni électricité, ni éducation, ni école, ni hôpitaux, ni pratiquement c'est des villages que je dirais vides. Mais pour que vraiment les États puissent agir donc efficacement pour lutter contre ce terrorisme, il faut aller investir vers le développement au niveau de ces secteurs-là, investir dans l'éducation, permettre aux jeunes qui se trouvent dans ces zones-là de pouvoir vraiment être bien formés au niveau des écoles et des universités, ainsi de suite. Maintenant aussi, ce que l'on oublie, c'est que dans ces zones-là où les touristes viennent influencer les populations, c'est des zones souvent qui sont des zones frontalières avec des pays, c'est des zones qui sont en enjambement avec d'autres États. Par exemple, si je prends le cas de Tinzaouaten, par exemple, Tinzaouaten Mali est en enjambement avec Tinzaouaten Algérie. Donc vous voyez, c'est des zones qui sont des zones frivoles, des zones où peut-être les populations ou l'État central n'a pas accès forcément à une mise. Donc, vous le voyez, c'est comme ça. Maintenant, l'administration n'est pas aussi présente au niveau de ces zones-là. Il n'y a ni préfet, ni... Bon, officiellement, peut-être il peut y avoir, mais c'est les zones qui ne connaissent pas qui est un préfet ou qui est un gouverneur. Donc, il faut que les États puissent faire des efforts, aller s'impliquer dans ces zones-là, puissent et montrer leur présence. Parce que si l'État n'est pas présent dans des secteurs, ces secteurs-là, ces zones-là, excusez-moi, vont être pratiquement des zones instables, des zones qui vont recevoir beaucoup de bandits ou d'autres. Et on reste sur ce point, la question en tout cas de la situation sécuritaire, pour rappeler des propos du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui est convaincu que rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'alliance des États du Sahel, puisqu'elle est déjà là et qu'elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font face, mais en même temps que cela ne devrait pas expliquer une désintégration de la CEDEAO. Face à une telle situation-là, solution pourrait-elle être aujourd'hui cette coexistence entre les deux, à savoir la CEDEAO et l'AES, d'autant plus que l'AES répond en tout cas à des défis sécuritaires auxquels ses membres sont confrontés. Le président l'a d'ailleurs même dit à Doha, c'est à Doha qu'il a fait lors du forum de Doha. Lors du forum de Doha. Donc, certes, il y a crise, mais il faut qu'il y ait coexistence pacifique. Comme du temps de la guerre froide, on parlait de coexistence pacifique entre l'Union soviétique et les États-Unis, mais cette fois-ci, c'est entre peut-être la CEDEAO et l'AES. Il faut qu'on puisse continuer à coopérer donc, de manière pacifique. Le président Diomaye Faye a compris que les États s'étaient barricadés. Donc la CEDEAO et l'AES, chaque chef d'État, chaque organisation s'était pratiquement barricadée. Donc il y avait peut-être des échanges un peu tendus. Mais actuellement, vu que lui, il est attractif dans ces milieux de l'AES, donc il prône un changement de paradigme, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que c'est pourquoi il a tenu ce genre de discours, pour montrer que malgré qu'il y a rupture, et même s'il y avait rupture totale, nous devons continuer à coopérer de manière économique, de manière militaire. Poursuivre la collaboration entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Malheureusement, c'est la fin de la première partie du débrief. En seconde partie, il sera question de parler du Mondial 2030 qui va se tenir en Afrique, plus particulièrement au Maroc. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cher Sadibou, quelle lecture vous faites du choix porté sur le Maroc pour faire partie des pays co-organisateurs du Mondial 2030? Bon, le Maroc est un pays stable, donc le Royaume chérifien est un pays qui apparaît comme un modèle sur le continent africain. Déjà sur le plan de l'indice de développement humain, c'est un pays vraiment qui est en train de percer au niveau mondial. Sur le haut niveau du PIB aussi, le Maroc affole les 145 milliards de dollars. Donc pour vous dire que c'est un pays qui est résolument tourné vers le développement, et c'est le deuxième pays qui va organiser la CAN sur le continent africain. Certes, c'est une co-organisation avec l'Espagne et le Portugal, donc les pays ibériques là. Donc le Maroc qui est pratiquement frontalier avec ces pays, donc le Maroc enjambe pratiquement l'Europe. Donc pour vous dire simplement, c'est un pays qui a su faire montre de sa résilience pour être un État développé. Donc tout ça grâce au roi, vraiment, que je profite pour le féliciter. Donc c'est un modèle pour nous Sénégalais. Donc les relations entre le Maroc et le Sénégal sont au beau fixe. Donc c'est des pays frères comme on le dit, c'est des pays même qui sur le plan stratégique coopèrent. Donc pour vous dire tout simplement que le Maroc est en train de vraiment briller sur le plan international. Donc c'est là qu'il a valu d'organiser cette Coupe du Monde là, et cela au bénéfice même du continent africain, parce que cela va montrer que l'Afrique est capable
d'organiser de grands événements comme le mondial qui va accueillir des millions de personnes venues de tous les continents. Donc on espère que cette Coupe du Monde va se dérouler vraiment de la plus belle des manières. D'ailleurs, je rappelle que cette Coupe du Monde 2030 va se tenir en tout cas sur 3 continents, dont l'Afrique, et que c'est le Maroc, comme vous l'avez rappelé, qui va l'accueillir. Selon vous, qu'est-ce qui a été déterminant en tout cas pour que le choix puisse porter sur ce pays-là qui est le Maroc? Pour moi, tout d'abord, ce qui a été déterminant, c'est la stabilité. Parce que le Maroc est un pays sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, je ne dirais pas que c'est parfait, mais c'est un pays vraiment qui sert d'exemple sur le continent africain. Donc c'est un pays où il y a beaucoup de sécurité. Donc sur le plan économique, comme je l'ai dit tantôt, le Maroc excelle actuellement sur le plan économique. Les entreprises marocaines sont compétitives et sont présentes partout, vraiment sur le continent africain. Ici au Sénégal, beaucoup de BTP et d'autres aspects. Donc il y a la présence marocaine. Donc l'expertise marocaine est un peu vendue au niveau international. Mais aussi, il y a d'autres aspects concernant le tourisme. Le Maroc accueille des millions et des millions de touristes par an. Donc c'est un pays donc, qui sert de modèle de développement sur tous les plans, même avec les accords et les partenariats avec d'autres États, comme avec d'autres organisations, avec l'Union européenne. Vous avez vu les accords de pêche. Donc c'est un pays, en tout cas, qui sert d'exemple sur le continent africain et qui va montrer lors de ces événements-là que le Maroc peut dépasser même l'organisation d'une Coupe du Monde. Et Joël Nathan, j'en viens à vous. Lors d'un conseil des ministres tenu le 4 décembre dernier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a mis en place un comité élargi de suivi des préparatifs de cette édition 2030 de la Coupe du Monde. Un comité qui comporte des Marocains résidant au Maroc, des Marocains de l'étranger et même des compétences africaines aujourd'hui pouvant être membres de ce comité. Que pensez-vous de cette ouverture, en tout cas du souverain marocain, à d'autres experts du continent pour intégrer ce comité élargi? Alors, c'est encore là une fois louable parce que, comme il a dit tout à l'heure, le Maroc est capable de le faire déjà seul. Il faut le souligner, l'expertise marocaine n'est plus à démontrer sur le continent en termes d'infrastructure, en termes de créativité, en termes d'équilibre économique. Donc, je crois que c'est louable et c'est une volonté du roi de faire travailler l'Afrique ensemble et surtout de montrer qu'on peut réussir de grands travaux et travailler ensemble. Et je crois que c'est une initiative vraiment à encourager et à féliciter. Et quelle contribution, en tout cas, de certains pays africains aujourd'hui à la bonne tenue de cette Coupe du Monde ou bien à la réussite également de ce mondial 2030? Alors, la première chose à faire, c'est que les experts africains doivent comprendre que c'est une opportunité pour nous. C'est la deuxième opportunité que nous avons de montrer que notre continent est capable à l'expertise pour organiser de tels grands événements. La deuxième chose essentielle, c'est d'accepter la main tendue du roi pour participer de manière efficace et efficiente dans l'organisation de cet événement-là, mais surtout renforcer les relations africaines, d'accord, les relations entre le Maroc, l'Afrique, et justifier le fait que nous sommes des frères sur le continent et que il y a une volonté marquée de travailler ensemble. Et Cheikh Sadibou, dans cette perspective de co-organisation du mondial, avec l'Espagne et le Portugal, le Maroc va mettre également en œuvre un ambitieux programme de modernisation de ses infrastructures de transport. Objectif, réduire le temps de trajet entre les aéroports et les stades avec un maximum de 20 minutes grâce à la mise en service de trains de nouvelle génération. Que vous inspire cette poursuite de la modernisation des transports et même des stades au Maroc? C'est une suite logique pour moi parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Maroc est un pays qui s'est véritablement tourné vers le développement. Donc, c'est un pays qui concurrence même, j'ose dire, des pays de l'Union européenne et des pays asiatiques. Donc, sur le plan des infrastructures, concernant les stades et d'autres, on sait que le Maroc dépasse beaucoup de pays au niveau mondial. Donc, le Maroc a su organiser beaucoup de Coupes d'Afrique. Donc, c'est un pays qui a un niveau vraiment excellent au niveau de ces infrastructures-là. Maintenant, concernant la réduction du temps de transport pour les usagers entre les stades et d'autres, les hôtels, ainsi de suite. Donc, déjà, sur le plan des infrastructures, le Maroc dispose de TGV, de trains à grande vitesse. D'Al-Bourakh. Donc, comme vous le savez, maintenant, les États sont résolument tournés vers ces genres de moyens de transport. Comme ici au Sénégal, on a adopté le TER. Donc, le Maroc déjà dispose de ces infrastructures-là pour dire que c'est un pays qui
sait que le développement, certes, doit être orienté vers l'IDH, l'aide de développement humain, vers d'autres aspects, mais aussi, il faut orienter le développement vers la construction d'infrastructures de qualité. Parce qu'on peut construire des infrastructures. Beaucoup de pays disposent d'entreprises de BTP qui construisent des infrastructures, mais au Maroc, vous allez voir vraiment une certaine souveraineté au niveau de ces infrastructures-là, parce que c'est des entrepreneurs marocains qui construisent la plupart de ces infrastructures. Donc, je veux parler d'expertise marocaine. Donc, en tout cas, c'est un pays qui est résolument tourné vers le développement et qui avance vraiment à vitesse folle, si j'ose le dire, parce que moi, j'ai des amis qui sont actuellement au Maroc, j'ai même vraiment des amis professeurs qui sont là-bas, mais ils me disent que même si je viens en vacances au Sénégal pendant un mois et que je retourne au Maroc, mais je me dis que eux là, ils ont complètement transformé le pays. Donc, pour vous dire que c'est un pays qui mérite d'être respecté et qui l'a montré, parce qu'organiser une Coupe du Monde n'est pas donné à tout le monde, surtout au niveau du continent africain. L'Afrique du Sud l'a fait, mais beaucoup de pays africains ont été candidats, ont eu à postuler, mais les autorités chargées du football ont refusé pratiquement. Mais lorsqu'ils ont accepté cette candidature du Maroc avec la co-organisation de l'Espagne et du Portugal, cela vous montre que le niveau du Maroc est proche peut-être de ces pays-là, comme l'Espagne, comme le Portugal. Donc le championnat marocain aussi est attractif, il y a beaucoup de joueurs africains qui sont là-bas. Donc pour vous dire que c'est un pays en tout cas qui mérite respect, qui est considération aussi, c'est un pays qu'on admire personnellement, moi j'admire le Maroc. Et d'ailleurs, c'est un pays, en tout cas, où le souverain a beaucoup investi dans le sport également, pour ce qui est des infrastructures sportives et tout. Et pour être à la hauteur de cet événement, le Maroc a proposé 6 stades qui sont à Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir, qui sont actuellement soumis, en tout cas, à des travaux de rénovation ou bien de modernisation. Selon vous, quels sont les enjeux aujourd'hui de ce mondial 2030 pour les pays africains? Un mondial 2030 dont une partie va se tenir au Maroc. Quels sont les enjeux, en tout cas, pour le continent africain? C'est des enjeux stratégiques, c'est des enjeux géopolitiques, parce qu'on pense que la géopolitique n'est pas liée au sport. Moi, je dis que la géopolitique est liée à tout, parce que sur le plan géostratégique, donc les pays qui ont eu à organiser la Coupe du Monde, c'est des pays qui, sur le plan international, excellent, donc dominent pratiquement le monde, si j'ose le dire. Les États-Unis, la Russie, donc la France, l'Allemagne, ces pays-là, c'est des pays qui ont eu à pratiquement dominer le monde. Donc le Maroc, c'est l'enjeu principal du Maroc pour moi, c'est de montrer d'abord sa grandeur sur le plan international, parce que c'est un pays qui a su résister à beaucoup d'épiphénomènes qui ont peut-être bouleversé sa situation, mais actuellement, depuis que vraiment le Mohamed VI est actuellement, qui est le roi du Maroc, depuis qu'il est là, donc c'est un pays qui roule à grande vitesse comme le TGV, si j'ose le dire. En tout cas, c'est un pays qui va relever ce défi-là, moi je le sais. Et ces stades-là, ces infrastructures-là qui vont construire, vont rivaliser avec les plus grands stades pratiquement du monde. Et l'enjeu principal aussi, comme on le disait tout à l'heure, peut-être c'est l'organisation aussi de la finale. Donc je pense qu'avec cette stade qui va faire plus de 100 000 places, Le stade de Hassarit, plus de 115 000 places. Nous osons espérer que la finale va se dérouler en terre africaine et cela va contribuer vraiment à montrer la grandeur de l'Afrique et du Maroc. Et Nathan, quels sont selon vous les enjeux aujourd'hui de la tenue de ce mondial aujourd'hui en terre africaine, plus particulièrement au Maroc? Alors, je vais peut-être faire balance les enjeux. Le premier enjeu, c'est de montrer justement la grandeur de l'Afrique et du Maroc et montrer justement que nous pouvons faire aussi prendre de grandes responsabilités, de les assumer. Et il y a importance à noter que quand même jusqu'à maintenant, il n'y avait pas beaucoup de candidatures. Parce qu'on sait que le monde aussi est secoué par une crise après la Covid. Et donc, ça prouve que le Maroc est resté très équilibré. Et que le Maroc a les moyens financiers et les moyens infrastructuraux pour accueillir cela. Et ça, c'est un message un peu... Vous voulez dire que cela témoigne d'une certaine résilience? Résilience du Maroc, mais aussi, ça fait écho sur le continent. Ça veut dire que sur le continent, il y a des États qui ont gardé un certain équilibre et cela se reflète sur l'ensemble du continent, on va le dire. Et au-delà du Maroc, que pourrait représenter aujourd'hui en termes d'opportunités pour les pays africains l'organisation de ce mondial-là également en terre africaine?
Alors, on a parlé d'accepter la main d'association, mais on sait que lorsqu'il y a un mondial, il y a des enjeux économiques, de gros enjeux économiques, des enjeux géopolitiques, on l'a dit. Et donc, c'est l'occasion pour les pays africains de remontrer qu'ils ont leur place dans ce système, dans ce concert des nations, et de faire je vais pas dire un blocage, mais de soutenir le Maroc derrière et dire l'Afrique est présente, c'est le Maroc qui est devant, mais l'Afrique est présente et on va le faire ensemble. Et je crois que cet enjeu est quand même assez large au plan du continent. Et cher, le rayonnement aujourd'hui du Maroc sur le plan international, les infrastructures en tout cas de plus en plus modernes, les infrastructures sportives du royaume, également les résultats en tout cas de ce pays-là qui est le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Pensez-vous que tout cela en tout cas a été déterminant aujourd'hui pour soutenir cette candidature marocaine à l'organisation de ce mondial? Oui, je pense que tous ces facteurs ont été déterminants, surtout le facteur économique, parce que comme l'a dit M. Nathan, malgré la crise de la Covid, donc le Maroc a su montrer sa résilience. Donc sur le plan économique, c'est un pays très stable. C'est un pays qui sert d'exemple même dans sa zone, mais aussi sur le continent africain. C'est un pays même qui voulait collaborer avec la CEDEAO, donc avec l'UMOA même. Donc pour vous dire que c'est un pays en tout cas qui ne cesse de chercher des moyens économiques pour continuer à booster son économie, mais aussi vraiment son développement. Maintenant, d'autres aspects aussi sont à soulever. Comme vous l'avez dit, les infrastructures, comme on l'a dit tantôt. Le Maroc actuellement dispose d'un potentiel routier énorme. Pratiquement, c'est un pays où il y a de très bonnes routes. Le Maroc excelle même au niveau africain, fait partie des 5 premiers pays africains où la qualité des routes est excellente. Donc pour vous dire que c'est un pays en tout cas qui a su échelonner ces critères qui définissent un État pratiquement stable, un État en voie de développement, un État souverain. Donc, je pense que le Maroc a su relever ces défis-là et les a réalisés. Pourquoi sa candidature peut-être a été facilitée par ces différents aspects-là? Parce que les autorités chargées du football viennent au niveau de ce pays pour faire une visite, pour voir est-ce que ce pays est capable d'organiser ces genres de phénomènes-là. Et je pense que ce test-là, les Marocains l'ont réussi avec leur potentiel au niveau des infrastructures, leur potentiel économique, leur potentiel aussi à accueillir des millions et des millions de touristes et aussi à organiser des événements. Donc pour vous dire que c'est un pays en tout cas qui doit servir de modèle à l'ensemble des pays africains. Et je le disais en introduction ou tout au début, en tout cas de cette partie du débrief, un comité élargi mis en place par le roi Mohamed VI et élargi également à des compétences africaines. Vous, quelle lecture vous faites aujourd'hui de cette ouverture, en tout cas, du souverain à d'autres compétences? Cela vous montre la symbiose que le roi a voulu montrer et a voulu faire aussi pour impliquer davantage les pays africains. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que le Maroc, c'est un pays qui sait que une partie de son futur doit être tournée vers l'Afrique. Parce que, comme je le dis tantôt, lorsque l'Union européenne a sanctionné la Russie, mais les Russes s'étaient préparés d'avance avec avec le phénomène de Shanghai, c'est-à-dire pivoter vers l'Asie, gagner le marché asiatique. Donc les Marocains ont su adopter ce genre de modèle parce qu'ils ont su qu'il faut orienter l'économie marocaine, certes pas vers l'Afrique seulement, avec les autres pays certes, mais orienter une bonne partie vraiment du financement et aussi du développement et de la coopération marocaine vers les pays africains. C'est le cas du Sénégal, du Mali, de l'Égypte et d'autres de ses voisins. Donc en tout cas, c'est un pays qui sait engendrer des phénomènes, mais aussi des méthodes pour essayer de capter vraiment des manières et des méthodes qui vont permettre à son économie de se booster, mais aussi en général au pays de se développer. Et quelle lecture vous faites-vous, Nathan, aujourd'hui du football marocain qui de plus en plus s'impose, en tout cas que ce soit sur le continent ou bien même à travers le monde? Quelle lecture vous faites aujourd'hui du football marocain? Alors le football marocain a démontré sa grandeur. Il faut noter que, par exemple, certains clubs européens font leur préparation physique au Maroc pendant l'été. Ça veut dire que déjà, en termes d'infrastructure, le football marocain n'a vraiment rien à prouver à ce niveau-là. Donc, les grands clubs européens, le Real Madrid, beaucoup de clubs vont faire leur préparation physique au Maroc. Et au-delà de cela, au niveau sportif,
l'équipe nationale du Maroc a démontré encore à la Coupe du Monde dernière que c'est une équipe qui a le niveau. Au-delà de cela, leur ligue... Le seul pays africain ayant accédé en tout cas en demi-finale du monde. Voilà. Et leur ligue aussi est une ligue qui est très bien suivie, qui est très regardée et qui prend beaucoup de joueurs africains. Parce qu'il faut quand même noter ça. La ligue marocaine prend beaucoup de joueurs africains. Donc, en termes sportifs, c'est déjà un pays qui a fait ses preuves. Et en termes aussi infrastructurels, c'est un pays qui a fait ses preuves. On a plusieurs clubs marocains qui ont brillé même au-delà des frontières africaines, la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc, le Maroc a sa place et c'est justifié cette nomination-là, ou du moins le fait que la FIFA ait pensé au Maroc pour cela. Comme pays co-organisateur du Mondial 2030. Et Sadibou, sur le stade Hassan II de Casablanca sera construit. Je veux dire par là que les 5 sont des stades qui existent déjà et qui subissent des travaux de rénovation ou de modernisation. Donc sur le stade Hassan II sera construit également et pour la première fois, afin de devenir en tout cas l'un des plus grands stades au monde avec plus de 115 000 places. Pourrait-on ainsi assister à une finale de Coupe du Monde jouée au Maroc, plus particulièrement à Casablanca, vous le disiez dans vos développements? Chouette, mais tout d'abord, cela vous montre l'efficacité marocaine parce qu'un seul stade pratiquement va être construit et les autres rénovés. Et ces stades qui sont en train d'être rénovés ont un niveau FIFA. C'est des stades où on peut organiser des compétitions, mais pour tout simplement rendre la compétition plus grandiose. Donc, le Maroc a entrepris de rénover ces stades-là. Donc, ces stades vont augmenter de place. Ces stades vont être de plus en plus modernes. Donc, avec une qualité, une norme même internationale qui sera de très haut niveau. Maintenant, le stade qui va être construit, qu'on dit que c'est le stade qui va être le plus grand pratiquement du monde, si je ne me trompe. Donc, c'est un stade qui peut accueillir plus de 100 000 places, 115 000 places précisément. Donc, cela vous montre que le Maroc a des ambitions tout simplement d'organiser la finale. Et au-delà des stades également, les villes en tout cas qui ont été choisies pour accueillir ce mondial-là, c'est des villes également où les aéroports déjà existants sont en train de connaître des travaux d'extension aujourd'hui pour augmenter leur capacité d'accueil à l'occasion de ce grand événement. C'est ce que je disais tantôt, l'efficacité marocaine. Donc, à un temps record, ils vont rénover des stades, augmenter les capacités au niveau des aéroports, construire des infrastructures, des hôtels, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que c'est un pays, en tout cas, qui a atteint un niveau très haut concernant l'efficacité, mais aussi le développement, parce que pour pouvoir réaliser ces infrastructures-là à un temps record d'ici 2030, vraiment, je pense que pour beaucoup de pays, ça va être difficile, mais pour le Maroc, avec l'expertise en place et avec cette symbiose que le roi a voulu faire en demandant aux Africains de s'impliquer. Vraiment, cela vous montre que vraiment c'est un pays très efficace concernant vraiment ces domaines-là. Donc, nous souhaitons que cette Coupe du Monde puisse être remportée aussi par un pays africain, même aussi s'il s'agit du Maroc. Je reviens à vous également, Nathan. Aujourd'hui, comment cette efficacité abordée depuis tout à l'heure par Cheikh Sadibou pourrait constituer en tout cas un modèle ou une source d'inspiration pour d'autres pays africains également? Alors, évidemment, il faudrait que ce soit une source d'inspiration. Et j'aime ce que je vois, parce que je vois que le Sénégal s'inspire beaucoup de Maroc. J'observe, et vraiment, le Sénégal s'inspire beaucoup de Maroc. Et ça veut dire que, surtout, le fait qu'on associe l'expertise africaine à ce grand projet, à ce grand chantier, on va dire, doit nous faire comprendre quelque chose d'important, de fondamental, c'est que on voit au Maroc que les villes, la concentration n'est pas à Casablanca. Les villes marocaines sont interactives, et donc ça fait en sorte qu'on a peut-être 5 grandes villes qui sont très attractives. Il n'y a pas que Casablanca, et ça c'est un modèle que l'Afrique doit suivre. Parfois on a un problème, la capitale est attractive, les autres, tout est centralisé au niveau de la capitale. Et vous voyez, là encore, je disais que le Sénégal emboîte le pas. On voit Diamniadio aujourd'hui. Donc, c'est un modèle africain et un modèle que nous devons suivre et que nous devons encourager. Et un modèle que nous devons suivre et encourager. Vous avez parlé de Diamniadio également, qui est le premier pôle urbain de Dakar. Et il y a également un autre pôle urbain prévu également pour davantage désengorger Dakar.
Il s'agit du pôle urbain du Lac-Rose. Les nouvelles autorités du pays ont d'autres projets allant dans ce sens, surtout d'aller vers des pôles territoires, de développer en tout cas les territoires à la base pour aujourd'hui éviter en tout cas à chaque fois que les gens soient obligés de faire un exode rural pour venir vers la capitale en quête d'opportunités. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Joël Nathan Ombago, analyste politique. Toujours un plaisir, Joël, de partager ce plateau. Oui, une très belle émission, merci. Merci à vous et merci également à votre co-débatteur, M. Cheikh Sadibou Yaye. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Un plaisir également, Sadibou, d'avoir partagé. Oui, un plaisir de partager, Daouda. Merci. Merci à tous les deux. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.